Et ça y est, c'est la rentrée, que ce soit pour les Haussiens qui reprennent le travail et pour les milliers d'écoliers qui retrouvent le chemin vers l'école pour s'instruire et devenir les citoyens de demain. Et parlons de l'école justement, un endroit normalement dédié à l'apprentissage en toute bienveillance. Si en France, l'école est obligatoire et accessible à tous, dans d'autres pays, elle reste un privilège dédié à une certaine catégorie de la population. Justement, pour l'affaire d'aujourd'hui, nous nous rendons auprès de l'élite indienne où le meurtre barbare d'un enfant de 7 ans dans l'enceinte même de son école ne laisse personne indifférent. Cette affaire renvoie chaque parent à ses propres craintes. Comment s'imaginer déposer son enfant à l'école un matin en toute confiance et apprendre le jour même qu'il a été tué dans cet endroit censé être sécurisé? Bonjour à tous, ici Morgiane, accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête pour découvrir ce qui est arrivé au jeune Pradyuman Thakur qui ne sortira pas vivant de sa journée d'école. C'est donc au pays des Maharajas que nous nous rendons aujourd'hui. Le 9 septembre 2017, dans la ville de Gurugram, dans l'état d'Haryana en Inde, Barun Chandra Thakur, qu'on appellera simplement Barun, est un père de famille comblé qui veut le meilleur pour ses enfants. Comme d'habitude, il dépose en voiture ses 2 enfants, son fils de 7 ans, Pradyuman, et sa fille de 11 ans, Vidhi, à leur école, la Ryan International Residential School. Arrivé devant l'entrée de l'école, c'est une routine connue de beaucoup de parents. Le père souhaite une bonne journée à ses enfants, leur dit de bien travailler en classe et leur annonce qu'il viendra les récupérer en fin d'après-midi. Il est alors 7h50 et le père ignore à ce moment-là qu'il voit l'un de ses enfants vivant pour la toute dernière fois. Uniforme, chaussures noires parfaitement polies, coiffure impeccable, les 2 enfants se fondent dans la masse d'élèves qui pénètrent dans l'enceinte de l'établissement. Et il faut dire que le drame ne tarde pas à se produire. À 8h08, moins de 15 minutes après être arrivés à l'école, des élèves s'empressent d'alerter les employés de l'établissement. Pradyuman, élève de la classe numéro 2, serait au sol dans un couloir, blessé juste devant les toilettes au rez-de-chaussée. Le personnel s'y rend pour voir comment va l'enfant, et là, ils comprennent très vite qu'il ne s'agit pas d'un simple malaise, comme cela peut arriver dans ce genre d'endroit qui accueille du monde. C'est différent, l'heure est grave. L'enfant saigne abondamment, il semble être gravement blessé, son cou est fendu comme si on avait essayé de l'égorger, alors il faut agir très vite. Avec l'aide du chauffeur de bus, Ashok Kumar, l'enfant est placé dans la voiture d'un enseignant qui l'emmène directement à l'hôpital le plus proche, Jiwan Dara à Bachapur, à 8 km de là. Une fois là-bas, l'état de l'enfant paraît critique et les médecins décident de le transférer vers un autre centre hospitalier mieux équipé, l'hôpital Artemis à Gurugram, 7 km plus loin. Tristement, quand Pradyuman arrive au 2e hôpital, il est malheureusement trop tard pour lui, l'enfant est déclaré mort à son arrivée. Les parents, le père Barun qu'on connaît déjà, et la mère Jyoti arrivent au même moment à l'hôpital après avoir été prévenus de l'incident par l'école. Le constat est là, un enfant est mort des suites de blessures infligées dans l'enceinte de la Ryan School, de quoi susciter la colère, la tristesse et surtout l'indignation des parents de la victime et des parents d'élèves. Comment cela a pu arriver? Y aurait-il un tueur qui se cache parmi les élèves ou les membres du personnel? Le jour même, sans perdre une seule seconde, les parents de Pradyuman appellent la police pour éclaircir les circonstances de ce crime ignoble. Les autorités arrivent à l'établissement à 11h15 et c'est là que l'enquête commence. Plusieurs indices sont récoltés sur la scène de crime. D'abord, la police indienne découvre des empreintes et un couteau ensanglanté caché dans un placard juste à côté de là où l'enfant aurait été attaqué dans les toilettes. Ils récupèrent aussi des images de caméras de vidéosurveillance situées dans le couloir. On y voit l'enfant de 7 ans qui saigne, il essaie de sortir des toilettes pour chercher de l'aide. Il titube avant de finir par s'effondrer sur le sol et perd connaissance.
L'avantage, si on peut se permettre de parler comme ça, c'est que le crime a eu lieu dans un environnement clos où seuls les élèves et les employés de l'établissement ainsi que le corps enseignant étaient présents. Alors, théoriquement, ça devrait faciliter les choses. Je veux dire, c'est pas comme si le crime s'était produit dans un supermarché ou une fête foraine. Là, il y aurait eu sans cesse des allées et des venues. Donc, on peut déjà partir du principe que le ou les coupables se trouvent parmi les personnes qui étaient dans l'école. Rapidement, 10 personnes sont mises en garde à vue et interrogées, et l'une d'elles intéresse tout particulièrement les enquêteurs. Il s'agit d'Ashok Kumar. Rappelez-vous, le chauffeur de bus, il se fait arrêter le jour même du crime. L'homme, au service de l'école depuis 7 mois, aurait avoué le meurtre et voici la version des faits retenue par les autorités. À 7h50, Ashok arrive à l'école à bord de son bus scolaire. Il prend un couteau qu'il trouve dans la caisse à outils du bus, se rend ensuite aux toilettes. Peu de temps après, Pradyuman entre lui aussi aux toilettes. Et là, le chauffeur aurait tenté d'abuser de l'enfant, mais ce dernier se serait défendu. Alors, pour éviter de se faire dénoncer, des problèmes judiciaires et de se faire virer, il tente de tuer l'enfant à coups de couteau. Il le poignarde 2 fois au niveau du cou, il cache ensuite l'arme blanche et prend la fuite. D'ailleurs, les enquêteurs ont trouvé le sang de l'enfant sur les vêtements du chauffeur. Et voilà, hop hop hop, une enquête express, un suspect arrêté au bout de quelques heures qui fait des aveux détaillés et c'est fini, circulez, il n'y a rien à voir, les Indiens sont d'une efficacité redoutable. Mais, oui, il y a un grand mais. Même si les enquêteurs font la plupart du temps du travail vite fait, bien fait, ici c'est loin d'être le cas. Je vous explique. Suite à l'arrestation d'Ashok, les langues se délient. Un autre chauffeur de bus de la Ryan School se met à expliquer comment les enquêteurs locaux l'ont obligé à confirmer que le couteau utilisé venait bien de la boîte à outils du bus, alors qu'en fait ce n'est pas le cas, c'est totalement faux. Ensuite, le jardinier de l'école confirme qu'après le crime, Ashok n'avait aucune trace de sang sur ses vêtements. Effectivement, son t-shirt et son pantalon se sont tachés au moment où, rappelez-vous, il a juste aidé à transporter l'enfant dans la voiture d'un prof pour l'emmener à l'hôpital. Par ailleurs, ce jardinier a déclaré, au moment de son interrogatoire, avoir été battu par les policiers pour le forcer à avouer le crime, mais ce dernier a tenu bon et a refusé d'endosser la responsabilité d'un crime qu'il n'a pas commis. Enfin, le rapport du médecin légiste stipule que Pradyuman n'a pas été abusé avant d'avoir été poignardé, donc le mobile évoqué par la police ne tient pas la route. À la lumière de ces nouvelles informations, on est forcé de se demander si les preuves contre Ashok n'ont pas été montées de toutes pièces par la police pour boucler l'affaire au plus vite. Malgré ses aveux, le chauffeur, derrière les barreaux désormais, clame son innocence. Il révèle avoir lui aussi, comme le jardinier, été torturé. En plus de ça, il aurait été affamé pendant sa garde à vue pour obtenir de lui des aveux forcés. Il aurait même été laissé suspendu la tête en bas et on lui aurait plongé plusieurs fois la tête dans l'eau pour le noyer. Malheureusement pour lui, contrairement au jardinier, il a cédé, il a signé de son nom une feuille d'aveu toute blanche, ce qui a permis par la suite aux autorités locales d'inventer des aveux qu'ils ont écrits sur cette feuille. C'est ainsi qu'il a fini par avouer un meurtre qu'il n'aurait pas commis. Comme vous vous en doutez, cette enquête est un véritable fiasco. Les parents de la victime sont furieux de la façon dont la police locale a géré l'affaire. Ils lancent donc un recours auprès de la Cour suprême indienne afin que l'enquête soit menée au niveau fédéral. Le 15 septembre, c'est donc le CBI, le Central Bureau of Investigation, un équivalent en fait du FBI mais version indienne, réouvre l'affaire en reprenant tout depuis le début. Et en novembre 2017, suite à l'enquête du CBI, un autre suspect est arrêté pour le meurtre de l'enfant. Ashok, lui, est libéré de prison sous caution et est définitivement disculpé en février 2018. La police locale est condamnée à l'indemniser pour l'avoir emprisonné sans raison et l'avoir forcé à faire des aveux. L'indemnisation étant dérisoire, Ashok la refuse et intente une action en justice contre les policiers qui l'ont torturé pour le forcer à avouer. Ça, c'est pour le chauffeur de bus innocent et le fait qu'on a quand même frôlé l'erreur judiciaire dans cette affaire. Mais alors dans ce cas, qui a fait du mal au petit Pradyuman ?
Autant l'enquête de la police locale s'est de suite dirigée vers les membres du personnel, autant celle du CBI s'intéresse aux élèves de l'établissement. Effectivement, depuis le drame, il y a des rumeurs qui circulent au sein de l'établissement. Des rumeurs selon lesquelles de l'alcool circulerait dans l'école parmi les élèves les plus âgés et que ceux-ci auraient menacé les élèves les plus jeunes de ne pas en parler aux adultes sous peine de représailles. Alors, est-ce que Pradyuman aurait pu être puni pour avoir parlé? En fait, c'est la première hypothèse qui est évoquée par les enquêteurs. Le CBI réexamine les preuves et les images de vidéosurveillance. Grâce aux enregistrements, ils parviennent à identifier les élèves qui se sont rendus aux toilettes un peu avant ou après l'agression de la victime, ce qui réduit déjà pas mal le nombre de suspects. Et il y a un élève qu'on voit entrer aux toilettes juste après Pradyuman, et cet élève sera directement dans le viseur du CBI. Apparemment, en Inde, on ne divulgue pas l'identité des accusés et des suspects quand ils sont mineurs. J'ai eu beau chercher partout, impossible de trouver le nom et le prénom de ce suspect. Donc, pour plus de praticité, je vais lui donner un nom au hasard pour pouvoir poursuivre le récit. On va l'appeler Ravi. Désolée, ça fait peut-être un peu cliché, je suis d'accord, mais c'est le premier nom indien qui m'est venu en tête, donc on va l'appeler Ravi. Cet élève, Ravi, est arrêté par le CBI. Il s'agit d'un adolescent qui étudie dans le domaine du commerce et il est dans la classe numéro 11 de l'établissement. Il est connu pour être mentalement perturbé, il suit un traitement prescrit par un psychiatre pour l'aider à gérer sa colère. Par le passé, il se serait déjà fait prendre pour avoir ramené un couteau au sein de l'établissement. Son sang est retrouvé avec celui de la victime et il est la toute première personne en fait à avoir donné l'alerte après l'incident. Les agents du CBI saisissent son téléphone portable et son ordinateur et retrouvent dans son historique de nombreuses recherches sur le meurtre de Pradyuman. De plus, 3 amis de Ravi disent à la police que l'adolescent leur avait promis, en étant mais sûr de lui, que ce jour-là, le jour du drame, les examens seraient annulés, comme s'il savait que quelque chose de grave allait se produire. Initialement, quand il est interrogé, Ravi prend un peu la posture de témoin dans l'affaire. Il prétend pouvoir aider les enquêteurs car il aurait vu des choses, mais il ne s'accuse pas du meurtre. Il faudra finalement 4 interrogatoires avant que Ravi ne se décide enfin à raconter la vérité en faisant des aveux complets. Et je précise, c'est important dans cette affaire, il fait des aveux de son plein gré, personne ne l'a forcé et il était en présence de son père. L'accusé raconte que le jour du drame, il devait passer un examen très important. Le reste de la semaine, il y avait 3 autres examens à passer et il y avait aussi une réunion parents-professeurs. Étant en situation d'échec scolaire, Ravi appréhendait ses examens qu'il était quasiment sûr de rater. Alors, il a eu l'idée tordue de créer un incident suffisamment grave au sein de l'établissement dans le but que l'école ferme ses portes quelques jours et donc que les examens et la réunion soient reportés. C'est ainsi que 2 jours avant, il achète un couteau sur un marché local. Le jour J, il poignarde au cou le jeune Pradyuman qu'il connaissait de vue puisqu'en fait ils allaient au même cours de musique. Il faut savoir que les chefs d'établissement de la Ryan School sont aussi poursuivis dans cette affaire par des parents d'élèves pour négligence. L'enquête du CBI met en évidence beaucoup de failles concernant le respect des règles de sécurité dans l'établissement. Plusieurs caméras de vidéosurveillance étaient hors service, même si, par chance, celle devant les toilettes était en état de marche. Ensuite, l'un des murs qui délimite l'école du monde extérieur était à moitié effondré, ce qui rendait l'endroit dangereux dans la mesure où déjà des enfants auraient pu s'échapper de l'établissement sans qu'on ne s'en rende compte, et surtout que des individus auraient pu s'introduire incognito dans l'école, ce qui est quand même extrêmement grave pour un endroit censé protéger les mineurs. Et pour finir, et ça c'est vraiment la chose la plus aberrante, il se trouve que l'école n'avait pas prévu d'appeler la police après ce qui est arrivé le 8 septembre. C'est complètement choquant, mais sachez que les policiers, s'ils se sont rendus le jour du crime à l'école, c'est uniquement parce que les parents de Pradyuman les ont appelés, autrement personne n'aurait prévenu les autorités. La procédure est en cours, mais une chose est sûre, beaucoup de têtes vont tomber au sein de l'établissement de la Ryan School. À l'heure actuelle, le procès de Ravi n'a pas encore eu lieu. La procédure est bloquée en quelque sorte, puisque la Cour suprême n'a pas encore définitivement statué si Ravi doit être jugé en tant que mineur, puisqu'il avait 16 ans au moment des faits, ou comme un adulte, au vu de la gravité de ce qu'il a fait.
Au début, il avait été décidé qu'il soit jugé comme un adulte, mais il a fait appel, donc la procédure est relancée. Quoi qu'il en soit, s'il est jugé comme adulte, Ravi encourt une peine de prison à vie, voire même la peine de mort qui est toujours en vigueur en Inde. En attendant son procès, l'accusé est en liberté sous caution. Pour Barun et Jyoti, les parents de la victime, le temps n'a pas encore apaisé les cœurs. La douleur est toujours aussi vive qu'au premier jour, la chambre de Pradyuman est restée intacte comme figée dans le temps. La mère raconte que parfois elle s'assoit en larmes dans la chambre de son défunt fils, feuillette ses jolis dessins comme pour se rappeler les souvenirs du bon vieux temps. C'est comme si la vie de la famille Thakur s'est arrêtée en même temps que celle de leur fils. Toutes les économies de la famille sont même parties dans les diverses procédures judiciaires visant à obtenir justice pour l'enfant et à poursuivre l'école et la police locale qui avaient complètement bâclé l'enquête. Honnêtement, ce qui arrive à ses parents me fend vraiment le cœur. Souhaitons-leur en tout cas beaucoup de courage et surtout d'obtenir justice. J'ai une grande pensée aussi pour Ashok, le chauffeur de bus, puisque depuis les fausses accusations contre lui, d'abord il a perdu son travail et galère à retrouver un emploi stable. Même s'il a été blanchi de toute accusation, l'étiquette de suspect dans cette affaire lui colle à la peau, sa réputation se retrouve entachée pour le restant de ses jours. Ce crime ignoble contre un enfant de 7 ans à peine a profondément chamboulé les parents d'élèves de la Ryan International School au point qu'après le meurtre, de nombreuses manifestations ont eu lieu dont certaines se sont même terminées par des émeutes et des actes de vandalisme dans l'école qui se sont soldés par des violences policières à l'encontre des manifestants. Concernant la Ryan School, des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises depuis afin de rassurer les parents, comme un détecteur de métaux qui a été placé à l'entrée pour éviter l'introduction d'armes blanches dans l'établissement, la mise en place de femmes vigiles pour faire des rondes dans l'école, l'ouverture des toilettes qui désormais ne se fait que pendant les pauses, l'interdiction aux parents de rentrer dans l'école pendant les heures de cours, et enfin la vérification systématique des antécédents judiciaires des employés de l'établissement. Un documentaire Netflix, A Big Little Murder, parlant de ce crime a été réalisé en 2021, mais la justice indienne a finalement interdit sa diffusion à la demande de la Ryan School qui ne voulait pas du tout être mentionnée dans le reportage. La plateforme Netflix a pu de nouveau rediffuser le documentaire après avoir supprimé toute mention explicite de l'établissement, mais ce documentaire en fait n'est visionnable que sur Netflix Australie, donc on ne peut pas le voir en France, sauf si on a un VPN. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour, j'espère que vous avez apprécié de l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le coupable doit être jugé comme un adulte ou si d'après vous, puisque c'est un mineur, il doit être jugé en tant que tel. Personnellement, j'aurais tendance à penser qu'il doit être jugé en adulte car le crime commis est gravissime. La seule chose qui me dérange, c'est quand même le fait qu'il risquerait la peine de mort. Est-ce que à 16 ans, on est suffisamment mature pour mesurer les conséquences de ses actes ? Je n'en suis pas sûre à 100%. Et puis se pose aussi la question de la volonté de tuer. Est-ce qu'il avait l'intention juste entre guillemets de blesser la victime ou voulait-il vraiment l'achever ? Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. À bientôt.